Les droits des personnes en situation de handicap ne sont pas toujours respectés. Elles sont victimes de marginalisation. En Côte d'Ivoire, les personnes en situation de handicap sont estimées à 3 millions. Luka Modric est le nouveau ballon d'or. Le Croate met fin à une décennie de règne sans partage de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. 15% de la population mondiale est concernée par le handicap, une situation qui empêche bien souvent l'intégration sociale de ces personnes victimes de handicap. Thème retenu cette année lors de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, l'autonomisation des personnes handicapées pour un développement inclusif, équitable et durable. En Côte d'Ivoire, les personnes en situation de handicap sont estimées à 3 millions. Nous Sangaré revient sur le respect de leurs droits dans ce reportage. Guy Mathieu, la soixantaine révolue, est non-voyant. Il vit avec cette cécité depuis plus de 30 ans. J'étais au village et puis bon, il y a eu mot des yeux, voilà, qui a traîné par les gens qui soignent. C'est-à-dire qu'on met les médicaments indigénales. Quand les gens préparent les médicaments, bon, on m'envoie pour m'instruire les yeux. Voilà, ça brûle, hein. C'est des médicaments traditionnels. Et c'est ça qui a provoqué, et puis je suis tombé avec eux. Parce que ça traînait aussi la douleur. Livré à lui-même dans son village, Guy Mathieu est conduit à Abidjan par des missionnaires catholiques à l'INIPA, l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, pour une formation. Il fallait avoir quitté Abidjan ici. Au début, c'était difficile, parce qu'il y a beaucoup de véhicules à Abidjan ici. On peut pas... Or, quand tu es au village, là, il n'y a pas de problème de sortie. Voilà. Mais ici, là, il faut que tu prends quelqu'un pour te guider. Après sa formation en agro-pastoral, difficile pour Mathieu de s'insérer dans la vie active. J'ai fait formation en agro-pastoral. À mon temps, là, on dit qu'il n'y a pas l'argent pour intégrer les non-voyants sortant des formations là. Difficile insertion dans les tissus sociaux et exclusion, des maux dont sont victimes au quotidien les personnes en situation de handicap. Il y a des parents qui disent des choses aux enfants, qui me voient dans la rue, ils crachent. Ils pensent que s'ils ne crachent pas là, genre les enfants là, ça va devenir même chose comme nous aussi. Moi aussi, je crache aussi. Je voulais montrer que nous deux, on est la même chose. Promouvoir leur intégration et faciliter leur accès dans la vie économique, sociale et politique, c'est tout le sens de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée a été célébrée par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire CNDAICI à l'INIPA. La célébration a permis de vulgariser et faire connaître les droits des personnes en situation de handicap au grand public, comme le recommande la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour ces personnes qui sentent leurs droits froissés, de s'adresser à la Commission nationale des droits de l'homme, au ministère en charge des questions des personnes vivant avec un handicap ou aux ONG, tout simplement pour restaurer ces personnes dans leurs droits. Et c'est le cœur même de notre métier à la Commission nationale des droits de l'homme. Vulgariser les mécanismes, les instruments ratifiés par la Côte d'Ivoire, vulgariser les mécanismes qui protègent les droits de l'homme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, est dite personne handicapée toute personne qui souffre d'une déficience, d'une réduction de motricité. En Côte d'Ivoire, selon cette même institution, l'on estime à environ 3 millions le nombre de personnes en situation de handicap. Le reportage de nous Sangaré était commenté par Herman Niamian. 240 cas de viol faits aux femmes ont été enregistrés à San Pedro depuis le début de l'année. Au nombre de ces violences, des cas de viol, si les victimes dénoncent leur agresseur, d'autres par contre préfèrent s'enfermer dans un mutisme bien souvent dû à la peur et au regard des autres, ce qui soulève des interrogations. Comment agir face à cette situation? Que font les autorités et les structures travaillant dans ce domaine pour y mettre fin? En clair, comment lutter efficacement contre les violences faites aux femmes? Sam Kona s'est penché sur la question des violences faites aux femmes à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Clinique juridique de San Pedro. Il est 8h30. Comme chaque jour, des femmes victimes de violences conjugales ou de viols viennent ici chercher assistance. Une fois en face de la responsable de la clinique, elles racontent ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles vivent au quotidien. Deux d'entre elles, qui ont requis l'anonymat, ont accepté de nous parler.
Mon mari et moi, nous sommes pris vraiment il y a longtemps. Mais dans ces 2 jours-là, tous les jours, il me frappe, il jette mes bagages dehors. Vraiment, mes enfants et moi, on n'arrive pas à manger. Je vends des fruits au bord du goudron. Donc, je rentrais tard, je devais traverser le pont. Donc, ils ont proposé de m'accompagner pour traverser le pont. C'est quand on a fini de traverser le pont, j'avais mon bébé au dos. Ils m'ont poussé dans les herbes avec l'enfant. Et les 2 ont couché avec moi. La clinique juridique de San Pedro traite en moyenne une centaine de plaintes par mois. Nous recevons plusieurs cas de ce genre. On pourra dire sur le nombre total de cas que nous recevons par mois, environ une centaine. Près de 80% sont les cas qui sont liés aux violences faites aux femmes, aux violences conjugales, des femmes qui sont battues, violées. Pour le cas de la dame, par exemple, que vous voyez, c'est obligé le monsieur à faire face à ses obligations, donc subvenir aux besoins des enfants, mais surtout arrêter la violence faite à la femme. Mais pour les cas qui vont au-delà, où il y a besoin en tout cas d'assister les enfants, d'assister la femme, il y a lieu de convoquer les auteurs de ces actes-là et de les mettre à la disposition de la police ou de la gendarmerie. Du côté de la police, des plaintes concernant les violences conjugales et viols sont également enregistrées. Des femmes battues par leur époux et des violences aussi des hommes faites à des femmes qui sont par exemple des copines ou des voisines. C'est des cas qui sont récurrents dans notre zone de compétences. Les causes sont multiples, d'alcoolisme, la drogue qui peut modifier le comportement des individus. Il y a aussi le fait que notre population ici, pour la plupart, est analphabète. Donc, qui croit souvent que la violence est la bonne manière de régler des problèmes de couple. Ce sont toutes ces violences à l'égard des femmes qui ont été dénoncées à l'occasion de la journée internationale célébrée ici à San Pedro. À travers des messages sur des banderoles et des pancartes, les femmes se sont exprimées et ont lu une motion devant le préfet des régions. La Commission régionale des droits de l'homme de San Pedro invite à renforcer auprès de la police, la gendarmerie et du pouvoir judiciaire la formation visant à améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Invite par ailleurs la population à renoncer au règlement à l'amiable et à dénoncer tout acte de violence faite aux femmes et aux filles. Le préfet des régions Koulibaly Ousmane a promis tout mettre en œuvre pour faire baisser, voire cesser toutes ces violences faites aux femmes. Dans le même temps, au Soudan du Sud, les condamnations se multiplient après les agressions sexuelles sur 157 femmes. Ces femmes auraient subi une série de viols le mois dernier, selon Médecins sans frontières. La clinique de Bentiu, une ville du nord du pays, a traité 104 cas d'agressions sexuelles ces 10 derniers mois. Les victimes sont âgées de 10 à 65 ans. Parlons de cette saisie des agents des eaux et forêts à Atenguié, non loin d'Abidjan. Il s'agit de 150 animaux tués, fumés ou séchés. La valeur de la saisie est estimée à 10 millions de francs CFA. Le reportage de Dangui Dangui et de Awa Diaby. Carnage dans le règne animal. 90 agoutis, 30 biches, 26 pèdris, 2 lièvres, 2 chiens de brousse et 2 hérissons. Au total, 150 animaux tués, fumés ou séchés, saisis par les agents des eaux et forêts dans la nuit de lundi à mardi, au poste d'observation d'Atenguié sur l'autoroute du Nord. Bon, c'est au poste de contrôle et quand les véhicules viennent, et les éléments fouillent l'intérieur et c'est là qu'ils ont constaté 8 sacs de viande boucanée. Bon, la dame, on a dit qu'elle était à Kounaïri et c'est le chauffeur qui escortait la viande. La dame était à Kounaïri. Elle est introuvable. Valeur vénale de la saisie. Près de 10 millions de nos francs selon les agents des eaux et forêts. Prisée par les populations, la consommation de la viande de brousse coûte de plus en plus cher au processus écologique naturel. Il faut s'en inquiéter parce que, il faut le reconnaître, la plupart des Ivoiriens sont friands de viande de brousse et beaucoup de personnes s'adonnent à la chasse
alors que la pratique est interdite. Un décret a été pris pour que les activités de chasse soient arrêtées afin de pouvoir permettre la restauration du couvert forestier et du patrimoine animal. La saisie sera détruite. Les enquêtes sont ouvertes pour remonter cette filière de trafiquants de viande de brousse et la démanteler. Pour rappel, la chasse est toujours interdite sur toute l'étendue du territoire. Au Yémen, plusieurs enfants, eux, n'ont pas à manger. Ils souffrent de malnutrition sévère. Les hôpitaux situés en zone gouvernementale, même bien équipés, ne peuvent répondre aux besoins de tous les enfants souffrant de malnutrition qui arrivent à chaque jour. Et selon le secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires de l'ONU, la crise humanitaire au Yémen va s'aggraver en 2019. Le récit de Dangui Dangui. Au Yémen, un hôpital se débat pour sauver des enfants malnutris. L'hôpital situé en zone gouvernementale est l'un des mieux équipés du pays, ravagé par 4 longues années de guerre. Pourtant, l'hôpital de Koka ne peut répondre aux besoins de tous les enfants souffrant de malnutrition et qui arrivent chaque jour. Le centre reçoit de nombreux cas, mais n'a que 6 ou 7 lits et cela ne suffit pas. Nous demandons à tous les donateurs et les soutiens d'intervenir immédiatement. Nous demandons à tous les gens charitables dans le monde d'aider une institution médicale et les fils de la province libérés aussi vite que possible. Selon les responsables de l'ONU, la moitié de la population yéménite, soit 14 millions de personnes, est en situation de pré-famine. Depuis mars 2015, les combats ont fait quelques 10 000 morts et plus de 56 000 blessés. Le Premier ministre français annonce la suspension de plusieurs mesures fiscales pour 6 mois. Un moratoire de 6 mois sur la hausse de la taxe carbone sur l'essence, le fioul et le diesel. La convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence et l'alignement sur la fiscalité des particuliers de la fiscalité du gazole des entrepreneurs non routiers. Le gouvernement français change de cap après le 3e acte des Gilets jaunes samedi dernier. Dans une allocution télévisée, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé plusieurs mesures pour tenter d'apaiser la colère des Français qui sont dans les rues depuis 3 semaines. J'ai entendu l'inquiétude sur les modalités du contrôle technique qui le compliquent et le rendent plus cher. Là aussi, je suspends cette mesure pour une durée de 6 mois pour trouver les justes adaptations. Et pour finir, il s'engage à ne plus augmenter les tarifs sur l'énergie. Enfin, les tarifs de l'électricité et du gaz, qui devaient augmenter en début d'année, n'augmenteront pas durant la concertation et donc pas durant l'hiver qui s'annonce. Des mesures censées apaiser la colère des Gilets jaunes. Mais après l'annonce, ces derniers expriment leur désarroi. Pour eux, le gouvernement n'a pas pris la pleine mesure des revendications. L'idée d'une suspension de 6 mois des mesures fiscales ne pourra pas désamorcer la crise sociale. Très décevant. C'est vraiment pas du tout. Enfin, si on s'y attendait, on s'y attendait, mais c'est très décevant. Non, c'est pas un signe d'apaisement, c'est tout simplement une formule moratoire. Mais il n'y a rien, c'est vide. Il n'y a aucune explication qui est donnée précisément. C'était un accouchement difficile. Il a fallu quand même 3 semaines pour annoncer ça. Je pense qu'il aurait dû bien avant. Ça va éviter beaucoup. Les gens ont besoin, dans les 15 prochains jours, ont besoin d'avoir une vision de ce qu'ils vont gagner, comment ils vont passer les fêtes. C'est concret, c'est ça que les gens attendent. Pour la classe politique française, ces mesures sont trop peu et trop tard. L'opposition de droite et de gauche attendait davantage que la suspension des taxes sur les carburants et de la hausse des prix de l'énergie. Les gens ont appris à ne pas avoir confiance dans les promesses du gouvernement. Donc, ce qui reste un moratoire en report, qui n'est pas une annulation pure et simple, ça reste un recul qui peut très bien après se transformer en pas de recul du tout, quoi. Donc voilà, bon, après c'est les Gilets jaunes qui vont décider de leur mouvement, de leur mobilisation, mais je ne crois pas que ça va suffire à faire rentrer la rivière dans son lit, parce que maintenant j'allais dire qu'elle est bien sortie. Les Gilets jaunes ont d'ores et déjà annoncé un nouveau rassemblement samedi prochain dans la capitale française. Pour le gouvernement, la concertation locale reste la seule alternative face à la crise des Gilets jaunes. Elle est prévue du 15 décembre 2018 au 1er mars 2019. Les organisations patronales, elles, ont salué aujourd'hui les annonces d'Édouard Philippe pour mettre fin à la crise des Gilets jaunes, appelant les manifestants à lever les blocages afin que les entreprises puissent retrouver une activité normale.
Et puis Luka Modric est élu Ballon d'Or 2018. Le Croate dévance ainsi Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Pour la première fois depuis longtemps, le Ballon d'Or a davantage consacré le collectif que l'individuel, ou du moins un représentant du jeu collectif. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, patron de la sélection de Croatie et finaliste de la Coupe du Monde 2018, Luka Modric a été le choix de raison de ses pairs. Le milieu croate a été désigné Ballon d'Or 2018. Il a été auparavant désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Il a vécu la meilleure saison de sa carrière et a été élu joueur de l'année par l'UEFA et la FIFA. Modric devient ainsi le 63e Ballon d'Or de l'histoire et reste le joueur qui met fin à l'hégémonie des plus grands, que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. De réfugié politique à Ballon d'Or. Incroyable parcours pour Luka Modric. Comme quoi, nul n'est maître de son destin. En marge de la désignation du Ballon d'Or masculin, la Suédoise Anna Eschberg, star de l'Olympique lyonnais, a remporté le Ballon d'Or féminin. Bravo Luka, portez-vous bien.